Alors, en guise d'introduction, Alain, bah déjà un grand merci de trouver le temps de nous faire le privilège de ta présence aujourd'hui une deuxième fois dans le podcast. Et puis, comme tu viens de me le soumettre, nous avons décidé d'aborder tous les clichés un petit peu qu'on entend communément sur la Chine et sur les Chinois, et pour essayer de débunker un petit peu la petite vague anti-chinoise qu'on voit poindre à l'horizon en France et en Europe. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être de faire un petit peu le tour des grands clichés liés aux Chinois et à la Chine en général, puis de voir un petit peu comment est-ce que nous, on l'a vécu de l'intérieur après nos années là-bas. Et surtout à cause de votre mauvais caractère. Oh, quel caractère! Quel caractère! Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli nez. Alors, peut-être il y a un des premiers, je pense, qui est le plus répandu, Ouais, qui est sur la nourriture. L'idée la que nourriture. les Chinois mangent tout ce qui bouge, Ah, mangent des chiens. Alors, est-ce que, est-ce qu'on peut apporter un petit éclairage là-dessus? Est-ce que tu as déjà mangé du chien ou du chat en Chine? ah là là, là, je vais me faire des ennemis là. Me dis Je pas vais me que t'es faire... allé dans le nord-est. C'est Me dis foutu. Bon, alors, comment dire? Alors moi, je suis fan des spécialités locales. Il faut savoir. Alors c'est vrai que, alors c'est vrai qu'on dit que les Chinois mangent tout ce qui bouge. Alors c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai que euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses en Europe qu'on ne mange pas qui sont consommées là-bas. Et puis, il y a aussi des choses qui sont plus de l'ordre de notre société européenne qui veut être aseptisée aussi de beaucoup de choses. Et donc, les abats tendent à quitter beaucoup l'Europe. Et d'ailleurs, les têtes de cochon sont même envoyées en Chine pour être consommées. Donc voilà, c'est pour dire à quel point les modes de consommation peuvent être différents. Et pour répondre à ta question, j'ai déjà mangé du chien en Chine. C'était il y a maintenant 15 ou 16 ans. Et le contexte, voilà, on était une soirée avec des amis dans une petite ruelle de Guandogujen, donc c'est la vieille ville de Kunming, et on s'assoit, tu sais, dans les nombreuses échoppes qu'on peut trouver pendant l'été surtout, sur les bords des routes, et qui souvent font la meilleure nourriture du monde. À peine objectif, hein. Et on s'assoit et des amis commandent à cette dame. Je voyais bien il y avait un stand de rôtisserie, mais je me suis pas posé plus de questions que ça. J'aurais peut-être dû. Il se trouve que mes amis me commandent une soupe de nouilles. C'était une soupe de mixienne, parce que évidemment, Yunnan, Xiaoguo mixienne, tu vois, on est dans la région où on fait des nouilles de riz. Et je trouve ça très bon. J'ai trouvé ça très bon. Mes amis me disent alors, t'en penses quoi, t'en penses quoi? Moi, je leur dis, mais c'est excellent, c'est même meilleur que d'habitude, on reviendra. Et ils me disent, bah, c'était du chien. Alors là, je t'avoue que j'étais un peu déconfit. Je me suis pas senti super bien. Et puis 30 secondes plus tard, je pouvais remanger. J'ai fini mon bol quand même. Je me suis dit qu'il fallait honorer. J'en ai pas remangé depuis. C'est pas, disons que c'est pas vraiment les choses que j'aime. Voilà. Enfin, je pense que déjà en Occident, on a un tabou au niveau des carnivores. Et puis les chiens, moi j'ai du mal. Hein, j'ai du mal. Franchement. Mais c'est vrai que ça peut être consommé. Ça peut être consommé, ça arrive. C'est officiellement interdit. Sauf que il y a beaucoup d'endroits en Chine, je l'ai revu récemment et puis cet été aussi, où on peut consommer du chien. D'ailleurs, j'ai vu une affiche récemment avec écrit le meilleur, c'était quoi? C'était le meilleur Hogwarts, donc la meilleure fondue chinoise de chien de Yangshuo. Bon, voilà, c'est limite. Ok, donc si, en fait, j'ai l'impression que c'est bien qu'on commence par ça parce que c'est un petit peu Ouais, l'exemple un peu typique du cas où en général le racisme un petit peu fait son œuvre. C'est-à-dire que on prend quelque chose qui existe et qui est un fait, qui est oui, indéniable, et on l'applique à toute une population en disant, voilà, tous les Chinois mangent du chien régulièrement, bien sûr. tout, tu vois, ça fait partie de leur consommation, etc. Alors que dans la réalité, si vous rencontrez une personne d'origine chinoise, il y a très peu de chances qu'elle ait
déjà mangé du chien dans sa vie, Bien à sûr. moins évidemment qu'elles viennent de régions très spécifiques, comme tu disais, Kunming. Je pensais aussi au Chao Sian du Nord-Est, Oui, parce que là-bas, tu as aussi cette culture d'une soupe, une soupe de chien qui est très, très connue là-bas. Tu as aussi un festival dans le sud de la Chine où chaque année, ils mangent du chien. oui, Mais de là à dire que ça fait partie de la consommation, tu vois, quotidienne, non. bien sûr. Bien sûr, on est sur quelque chose de relativement exceptionnel. Et puis, il faut savoir que beaucoup de personnes, surtout dans les jeunes générations, et puis de surcroît citadines, veulent pas du tout entendre parler de ce genre de choses parce que ils sont vraiment dans un rejet très fort de cette consommation-là. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. J'étais avec un ami, on était à Zhengzhou, je sais pas si tu connais, et on était en train de se promener et mon ami me parlait justement de viande de chien. Pas qu'il voulait en consommer, mais on était en train d'en discuter. Et une fille qui était derrière nous nous a pas pris à partie, mais lui a fait la morale en lui disant t'es avec un étranger et c'est de ça que tu parles à ton ami, quoi. Histoire de dire montre-lui quelque chose d'un peu mieux. Là, t'es vraiment dans le cliché. Voilà, tu rends pas service, quoi. Tu vois? Et oui, et c'est vrai que même les abats maintenant en Chine, alors ça dépend vraiment des coins, mais tu vois, il y a quand même une population qui refuse aussi de manger des abats. Donc c'est quelque chose qui est très vivant, c'est des pratiques qui, même si elles sont très ancrées et que ça reste quand même dans les spécialités régionales de beaucoup de régions, euh, restent quand même, voilà, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde non plus. Voilà. Pas de généralité. Bien sûr. J'ai un souvenir à te partager. Alors moi, personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de manger du chien, ou alors que je sache, hein, ça m'est peut-être arrivé à mes dépens, mais Je en tout pense pas. cas, oui, non, je pense pas non plus. Par contre, j'ai le souvenir d'un repas qui clôturait en fait un semestre. Donc c'était, je sais pas si toi tu as vécu ça parce que c'est quand même quelque chose de très universitaire, mais dans l'université chinoise où j'étais, donc l'Académie du cinéma de Pékin, j'avais en fait un Daoshi. Le Daoshi qui est donc le professeur qui t'est attitré pour t'accompagner dans ta carrière universitaire, celui qui va avoir des rendez-vous hebdomadaires avec toi, qui va Oui, t'accompagner dans ta thèse, dans tes choix, etc. Et mon Daoshi n'a pas que moi comme tout dit ou comme oui, étudiant, mais il a un groupe de 5 ou 6 personnes, tu vois. Et à chaque fois, on se oui, réunit tous ensemble. Et en fait, pour fêter la fin de l'année, la fin du semestre, il se propose de nous inviter au restaurant de l'école, un restaurant tout à fait, j'allais dire médiocre, mais tu vois, pas oui. particulièrement bon. Et Je sens le là, traquenard. il nous commande une tortue à carapace molle. Ah oui, un classique. Le Ah non, mais truc, là, je pensais que tu allais parler d'un truc bizarre. Ça, c'est normal. personnellement, j'en avais vu dans les supermarchés, mais tu vois, encore un peu, enfin, jamais cuisiné, tu vois. Et puis là, c'était vraiment dans l'assiette avec toutes les décorations très, très folkloriques, avec des fleurs, des couleurs et tout ça. Et au milieu, tu as cette espèce ouais, de tortue molle avec une texture très, très spongieuse comme ça. Et pour moi, ça a été très, très compliqué, tu vois, de faire face Ouais. à mon tao que j'avais. Évidemment, t'as pas envie de le décevoir, donc Oui. il faut goûter. Mais j'étais vraiment face à une situation où j'étais à 2 doigts de pas pouvoir goûter. Ah ouais, ouais, bah, je comprends. Je comprends ce que ça peut faire. Mais là, tu vois, encore une fois, je vais te décevoir. Là, j'ai. Ah ouais, non, non, ça m'est arrivé il y a un an et c'était. Enfin, j'en ai mangé. Alors, c'est des tortues. Tu sais, c'est des tortues. Je sais pas exactement, mais ils appellent pas ça ougoué. Ils donnent ça un autre nom. Tu vois? Oui, non, c'est pas des wugwe, c'est C'est pas des pas, pour ougoués. eux, c'est pas une tortue. Oui, Nous, c'est pas une c'est, tortue pour eux. non, 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 non. C'est, Je saurais pas euh, te dire le nom, mais c'est pas des Wugwe. Et pas des wangba. Wangba, tu sais, quand on dit wangba, si, si, je si, t'as crois que c'est raison. des, C'est ça, c'est Wangba. Ouais, ouais, c'est ça. Et pour le coup, bah écoute, je trouve ça pas mauvais. Ah ouais, non, mais là, c'est une catastrophe. Là, cet épisode va être catastrophique. Ah ouais, non, non, mais enfin, moi, j'en ai mangé, c'était à Nankin, et c'est très bon. Mais alors là, franchement, on peut faire la liste des choses étranges que j'ai pu manger. Mais alors, étranges d'un point de vue occidental, hein, vraiment, parce que forcément,
C'est beaucoup moins étrange quand c'est commun, voilà, ou beaucoup plus culturellement ancré. Mais je pense que le dernier truc qui m'a fait un peu étrange, je pense que c'était les yeux de chèvre. Les yeux de chèvre, là, ça m'a fait un peu bizarre. Ouais, ouais, dernièrement, ouais. C'était des brochettes d'yeux de chèvre. Ça m'a fait très bizarre, je dois l'admettre. Le projet de Dieu de chèvre. Là, j'aurais jamais pu même l'inventer, quoi. Putain, Oui, non, non, faut... c'est. Incroyable. Écoute, honnêtement, c'était très bon. C'était très bon. Non, mais c'était vraiment très bon, mais simplement, mon corps a fait un rejet. Mais c'était très bon. Je me Donc sentais pas très bien. ça a été au niveau de l'expérience, j'allais dire, dans la bouche, mais après, c'est au niveau de l'ingestion, ça a été plus compliqué. Ouais, culinairement, franchement, c'était top. Ouais. Ouais, Mais ouais. maintenant, au niveau de. Enfin, tu sais, quand tu dis, putain, je suis en train de manger ça, là, tu te sens pas bien, quoi. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé, tu vois, je me sentais pas bien. Mais bon, quand même une réussite culinaire, tu vois. Enfin, j'ai quand même apprécié le fait de savoir que c'était bon, tu vois. Il y avait un intérêt, c'était pas juste. Non, mais vraiment. Ah ouais, non, mais tu sais, à mon avis, c'est encore une fois, c'est des choses qui viennent de l'observation de la nature, parce que quand tu vois les animaux, alors j'ai plus d'exemples en tête, mais effectivement, une des premières choses que les proies viennent becqueter, c'est les yeux, hein, donc il doit y avoir des bonnes choses là-dedans. Je- J'avoue que je sais pas si je passerai le cap, C'est mais riche en magnésium. alors, malheureusement, on va devoir enchaîner, mais bien que j'aimerais beaucoup Oui, avoir tout le récit Tu devrais sortir un bouquin là-dessus, ce serait incroyable. tu penses? Mais, mais on va peut-être enchaîner avec un autre qui est aussi très connu, qui Allez, est dis-moi. Les Chinois sont sales. Ah, ça, j'en Très peux plus, classique. ça. Très classique aussi, avec, tu sais, on a tous un peu dans l'imaginaire collectif, là, enfin, je sais pas si toi tu l'as vécu, moi personnellement ça m'est arrivé, mais la petite mamie chinoise qui marche dans la rue tranquillement en fredonnant une petite chanson, et puis là qui te lâche un énorme molar sur le trottoir. Ça, c'est des choses que les étrangers effectivement peuvent voir et qui choquent, parce que c'est pas des choses qu'on verrait en Europe. Mais comment est-ce que toi, tu as vécu ça? Est-ce que tu as des moments où tu as été confronté à ce genre de situation très décalée? Quel est un peu ton regard sur ce Ouais. cliché? Bah alors écoute, il y a eu. Je sens que ça va être des choses. Alors, il y a. C'est un traquenard, là. Non, mais. Alors écoute, la première expérience que j'ai eue par rapport à ce cliché-là, c'était. J'embarquais dans l'avion. C'était une fois où je retournais en Chine, je pense en 2018. Et au moment d'embarquer, tu vois, on est dans un. Enfin, j'étais dans un vol Air France. J'entends une dame avec trois de ses collègues qui disaient oh non, les Chinois, moi j'en peux plus, ils sont sales, ils sont ci, ils sont ça. Et j'étais absolument outré et choqué d'entendre ça de sa part. Non pas que ce soit, enfin, que ce soit spécialement de sa part, mais je trouvais ça un peu exagéré. Et en fait, euh, voilà, pour dire à quel point c'est des clichés, tu vois, le même cliché existe sur les Français en Inde, en Chine aussi, parce que il faut imaginer que après des mois et des mois de bateaux, les personnes qui arrivaient à l'époque dans ce qui était les concessions françaises en Chine, bah, simplement ils s'étaient pas douchés pendant 2 mois, quoi. Donc t'arrives sur place, pour eux c'était presque un code culturel le fait d'être sale. Ils se disaient bon bah les Français sont tous sales, les Européens sont tous sales, etc. Et on sait que c'est faux. Enfin, voilà, on sait que c'est faux. On sait aussi qu'il y avait de l'hygiène depuis le Moyen Âge. Enfin, il y a toujours eu l'hygiène dans tous les pays du monde. Mais il y a un mythe qui existe aussi sur les Français en disant que la raison pour laquelle on a tant développé les parfums, c'est parce que justement on pue. Donc, tu vois, il y a des choses un peu marrantes dans les deux côtés. Et pour répondre à ta question d'avant, effectivement, oui, moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de me balader dans la rue et une dame chinoise, sûrement aussi mignonne que ce que tu as pu décrire avant, qui crache, voilà, qui crache devant moi. Euh, et alors, il y a une explication à tout ça. Il y a une explication qui se trouve dans la médecine chinoise. Parce que dans la médecine chinoise, le fait de cracher n'est pas anodin. C'est le fait déjà de. Alors, la discussion. Alors, il faut savoir que. Là, je vais te vendre le truc. Il faut savoir que pour la médecine chinoise, si tu as donc une infection ou ce genre de choses en toi, tu dois le cracher. Des flegmes, n'est-ce pas?
Bien sûr, des flegmes. Tu peux les cracher, tu peux aussi les avaler. Le fait de les avaler va signaler à ton corps que tu es malade et qu'il faut commencer à faire des anticorps pour cette chose-là. Mais de l'autre côté, le fait de le cracher peut te débarrasser. Donc, disons que pour un Chinois, pour des personnes chinoises, c'est quelque chose qui est un geste santé, hein. C'est un geste santé. Pour nous, étant donné qu'il y a eu quand même la culture hygiéniste qui est passée fin 19e, début 20e, bon, on n'est pas trop là-dedans, quoi. Donc, euh, je dirais pas que enfin, c'est pas quelque chose que je connoterais de sale, étant donné que sale, c'est vraiment une projection culturelle. Tu vois, je pense que des personnes qui vivent en ville trouvent la campagne sale, et de la même manière, des personnes qui vivent à la campagne trouveraient la ville absolument sale, quoi. En fait, ça dépend vraiment de son milieu. Voilà, ça m'est Oui, arrivé. non, mais je te rejoins tout à fait. Et je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'une part le fait qu'il y a une perspective différente par rapport à la santé. Donc, comme tu dis, les gestes santé ne sont pas les mêmes. Bien sûr. On pense notamment à, moi, tu parlais de l'aéroport, quand tu arrives dans un aéroport, que ce soit Paris ou un grand aéroport international, et que tu te retrouves face à des Chinois aux toilettes, tu vas tout de suite voir qu'ils ne se comportent pas de la même façon, parce Mm. que pour eux, les toilettes sont un lieu où justement on se délaisse de toutes ces choses, donc il n'y a pas vraiment de tabou à se délaisser de ces flegmes et autres choses que je ne vais pas énumérer. Alors que peut-être que nous, en Europe, on a tendance à considérer que comme c'est un espace public, on est un peu plus précautionneux, on va faire moins de bruit, on va être plus discret, etc. Donc, tu as un petit peu cette confrontation-là. Et puis, en parallèle de ça, tu as aussi le fait que, et je trouve que c'était tout à fait intéressant ce que tu disais sur les bateaux qui arrivaient au début, parce que, effectivement, nous, en Europe, on a été confrontés à toute cette vague de Chinois qui s'étaient enrichis dans les années 90-2000 et qui venaient pas forcément de régions très développées, qui n'avaient pas forcément reçu beaucoup tu vois, qui n'étaient pas forcément habitués à côtoyer des gens d'autres nationalités et qui n'avaient pas forcément la conscience d'être confrontés à des systèmes différents. Donc en fait, ils se comportaient comme des Chinois hors de Chine, tout simplement. Et ces gens-là, bah, ça venait vraiment de toutes les catégories sociales, y compris des catégories sociales qui étaient beaucoup plus, disons, beaucoup plus modestes que ce qu'on pourrait imaginer dans tu vois, de la personne qui voyage, qui est dans les grands aéroports, etc. Bien sûr. Et il faut aussi se dire que, tu vois, c'est quelque chose qui a beaucoup changé euh, avec les JO de 2008. Il y a eu de grandes campagnes de publicité et de grandes campagnes pour justement essayer d'encadrer les crachats ou beaucoup de choses qui justement faisaient vraiment faisaient parfois tiquer les étrangers en Chine. Et c'est vrai que maintenant, en tout cas, par rapport à ce que moi j'ai pu connaître, ça a vraiment énormément réduit. Après, c'est vrai que s'il y a une gêne, la gêne sera expulsée, quoi. Bon, voilà. On n'est pas dans. Je pense que la Chine est vraiment un monde différent par rapport à l'Occident. Je pense qu'il y a beaucoup de mondes qui se superposent un peu et qui voilà, coexistent les uns avec les autres. Euh, et voilà, et ce genre de différence, pareil avec les toilettes chinoises, on peut en parler, tu vois, il y a de plus en plus de toilettes un peu dites à l'occidentale, mais c'est vrai que plus on va dans des zones reculées, moi je pense à des zones vraiment de campagne, dans le Xian de Ganzi, vers le nord-ouest Sichuan, bon là, il fait pas bon aller aux toilettes, quoi. Les toilettes de temple, tu évites. Moi je te dis, hein, ça vraiment c'est à éviter. Maintenant, si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Mhm. Oui, puis c'est très sommaire. C'est un Ouais. trou, et puis en général, il vaut mieux avoir ses lingettes avec soi, quoi. Ouais, c'est comme au Kirghizistan, hein. Kirghizistan, c'est pareil. T'es dans un truc pareil. Pareil. Et alors, pour enchaîner sur un autre cliché qu'on entend très très souvent, notamment dans les médias, etc., l'idée Oui, que les Chinois travaillent tout le temps. Alors, pour cette catégorie-là, ce que je te propose, c'est qu'on évite un peu les poncifs avec oui, ils travaillent beaucoup, parce que ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais est-ce que tu aurais à me partager un angle, justement, qui aille un petit peu dans une direction différente pour montrer en fait ouais, comment s'équilibre le travail en Chine? bien sûr. Alors, quand j'ai travaillé, moi, par exemple, pour la province du Yunnan en France, euh, je, un des moments que je préférais, c'était c'était aussi l'après-déjeuner, parce que après le déjeuner,
au travail, en Chine, tu fais la sieste. Tu fais la sieste, tu te reposes. C'est quelque chose qui est très ancré aussi en Asie. Et j'ai toujours un peu admiré aussi, tu vois, la disponibilité de beaucoup de produits qu'on peut avoir quand on se trouve en Chine. Tu vas dans une épicerie, tu sais que tu vas trouver quelqu'un, tu sais que ce sera ouvert, tu sais que tu vas trouver quelque chose. Et pourtant, l'épicerie, elle reste ouverte du matin très tôt au soir très tard, mais au soir très tard à 3 heures du matin, quoi. Et en fait, les gens vivent un peu dans leur boutique. Tu vois, donc moi, ça m'est arrivé de voir des personnes qui sont dans leur boutique complètement endormies et t'arrives, tu les réveilles, et il n'y a pas de souci, et tu prends ton truc et tu repars et ils se rendorment, quoi. Donc, tu vois, il y a une manière, je pense, en Chine, d'occuper le travail qui est beaucoup plus, je dirais, relax que ce que nous, on peut avoir en Occident, parce que tu vois, nous, c'est vraiment un moment presque sacré. De 8 heures à 18 heures, il faut travailler. Et quand tu es dans ce cadre-là, tu regardes pas ton téléphone, tu fais pas autre chose. En Chine, bon, tu vois, tu peux regarder ton téléphone, tu peux communiquer, tu peux faire beaucoup de choses, tu peux manger, tu peux boire. Enfin, tu vois, c'est un univers qui est beaucoup plus, qui est d'un côté beaucoup plus détendu et de l'autre côté qui peut être beaucoup plus stressant parce que t'as quand même cette chose de l'efficacité. Je pense qu'il y a une grosse pression et sociale et les individus eux-mêmes se mettent une grosse pression, notamment dans les villes de l'Est, tu vois. La Chine, voilà, la mégalopole chinoise, je pense que j'ai des amis qui n'avaient pas forcément pris de vacances depuis un certain moment. Et quand je leur parle du mode de vie de mes amis à Kunming, tu vois, dans l'Ouest, ils disent, ah, mais là-bas, la vie, elle est tranquille, tu vois. Donc, c'est encore une fois, la Chine est tellement variée et tellement vaste que c'est vrai qu'il y a des personnes qui vivent beaucoup de stress et qui ont un mode de vie, voilà, et qui sont vraiment dédiés à leur travail. Mais c'est loin d'être la norme, hein. Tu vois, je pense pas que la plupart des Chinois aient le Gaokao, hein. Donc déjà, tu vois, l'université, c'est pas la plupart des Chinois. De la même manière, voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de clichés par rapport à ça. C'est vrai que beaucoup de Chinois travaillent beaucoup, mais c'est loin d'être la majorité, hein. Vraiment. Enfin, moi, quand je vois certains modes de vie, tu vois. Un autre truc qui m'a marqué, c'est vraiment ce qu'on considère être du travail. Je parlais avec une personne qui était, enfin, qui est agricultrice dans le Hunan. Donc là, déjà, mais vraiment, bah, en fait, elle n'est pas agricultrice. Tu vois, pour elle, elle n'est pas. Pour elle, elle est au chômage. Donc, elle est au chômage d'après son propre standard. Mais en fait, elle travaille tous les jours à faire pousser ses légumes qui lui servent à vivre, qu'elle revend. Et grâce à ça, elle achète de la viande. Voilà, elle échange et puis elle vit normalement, quoi. Et tu vois, j'étais quand même interrogé parce que me dire non, je n'ai pas de travail, et en fait, bah, toute la journée, elle travaille, tous les jours, je me disais, mais attends, il y a un bug là quelque part. Et voilà, en fait, le fait déjà de cultiver n'est pas forcément un travail en Chine. Donc, tu vois, les catégories socio-professionnelles sont pas exactement les mêmes. Donc, ouais. Bon, Ouais, ça me rappelle aussi ce que tu disais sur un voyage que j'avais fait à Yangzhou où j'avais accompagné deux étudiantes françaises d'une école de cinéma pour faire un reportage sur un conteur local qui s'appelait Ma Wei et qui avait pas mal de succès parce qu'il avait réussi à, tu vois, à transposer un art millénaire pour raconter des histoires, des choses comme ça. Et il faisait ça en fait dans un studio de télévision, mais tu vois, d'accord. habillé traditionnellement avec ses accessoires, etc. Et donc on était parti l'interviewer et moi je servais un petit peu de traducteur parce qu'évidemment il parlait pas anglais. Et en fait, j'étais celui qui calait un petit peu tous les rendez-vous pour qu'on puisse aller filmer chez lui, pour qu'on puisse l'interviewer, etc. Et je me souviens très nettement souvent, je lui proposais des plages horaires et il me disait, mais tu vois, instantanément, ah non, là, c'est Siouxsie Chedienne. Siouxsie Ah, Chedienne, tu vois, et du coup, c'est la première fois où j'ai dû expliquer à des Français ce que c'était que Siouxsie, tu vois. Parce ouais, qu'évidemment, on pourrait dire c'est se reposer, nous aussi, on a le concept, mais sauf qu'en Chine, c'est vraiment une activité. bien C'est-à-dire que sûr. tu as dans ta journée, tu as un moment où tu dois te reposer, tu dois te poser et t'es pas censé travailler. Et j'ai l'impression que ça, c'est vraiment un concept qui est clé, enfin en tout cas dans toutes les activités que j'ai pu côtoyer. Tu as ça aussi beaucoup dans le cinéma, tu vois. On va Ouais, tourner pendant des heures et des heures et des heures, mais en fait, la plupart du temps,
on est en souci chaudienne, c'est-à-dire qu'on est tous là avec un téléphone à discuter, mais il y a pas vraiment de choses qui se passent, quoi. Ah bah bien sûr, mais tu vois, ça c'est un des trucs qui arrive aussi beaucoup en Occident, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont dans un bureau et qui savent que de 16 à 18 heures, ils vont rien faire. Et quand ils travaillent l'été, ils savent que personne n'est là, ils sont en vacances, ils savent qu'à l'approche du Nouvel An, personne ne travaille non plus, et pourtant, il faut pointer de 8 à 18, tu vois, tu sais pas trop ce que tu vas faire, d'ailleurs tu ne fais rien, mais tu le fais quand même. Et en Chine, je pense qu'il y a un peu aussi cette habileté, tu vois. Alors, la démographie fait aussi que, hein, tu vois, il y a toujours des clients. Mais, mais c'est vrai que le repos est vu comme une partie constituante vraiment de la journée et qui est même vu, je pense, comme quelque chose de positif pour sa journée, enfin carrément même, hein, parce que moi, ça me fait penser, tu vois, il y a l'action et puis il y a l'action aussi réflexive. Ça me fait penser à Shaolin, tu vois, bien souvent, quand j'arrivais pas à faire un mouvement, mon maître me disait, mais pose-toi, réfléchis au mouvement, et tu reprendras plus tard. Parce qu'en fait, tu satures et tu fais n'importe quoi. Le souci comme art de revenir à l'attaque, quoi. Bien sûr, Mais ouais. Et là où je trouve que la Chine a une a une vision claire de ce qui est du souci et ce qui n'est pas du souci, c'est que tu as un autre mot pour dire, entre guillemets, cela couler douce, qui est se toucher le poisson. Mo yu. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. jamais. Non. Mais en fait, c'est Non, l'expression typique que tu utilises, mais justement dans un cadre d'entreprise, pour dire je fais semblant de travailler, je touche le poisson, ça veut j'aime dire beaucoup. j'en branle pas une, quoi. Ouais, ouais, j'adore. Ouais. J'adore. Mais voilà pour les Chinois qui effectivement. Mais après, évidemment, on va pas nier le fait qu'il y a une culture du travail qui est en Asie en général beaucoup Bien sûr, plus intense que ce qu'on peut connaître surtout en bien France. sûr. Y compris pour les enfants hein, qui travaillent à l'école jusqu'à des heures pas croyables avec leurs cours particuliers, jusqu'à 22 heures, on ne sait pas pourquoi, mais bon, ils dorment le lendemain. Enfin, La prochaine est un petit peu liée à ça, mais ouais. appliquée à un autre trait de caractère que parfois qui est associé à la Chine, c'est l'idée que les Chinois copient tout. Alors, Ah, c'est très intéressant celui-là. J'adore. est-ce que tu as un regard particulier sur ce cliché-là? Complètement. Complètement. Je pense. Alors, tu vois, moi, j'ai beaucoup accompagné et j'ai beaucoup travaillé avec des artisans chinois. Euh, En 2024, ouais, en 2024, je suis allé en interviewer, je crois, plus d'une centaine, tu vois, dans la province du Jiangsu. Et voilà, j'ai pu moi-même constater que, tu vois, la copie, la répétition, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la manière d'apprendre chinoise, et notamment dans ce qui est de l'artisanat, le geste. Le geste est très important. Et c'est quelque chose qui passe vraiment par la répétition. Donc, forcément, je pense que la copie fait partie intégrante du processus d'apprentissage, mais c'est quelque chose qui n'est par contre pas vraiment propre aux Chinois. Tu vois, je pense à quelque chose qui m'a un peu, pas fait tiquer, et qui n'est pas du tout révélateur, hein, d'ailleurs, c'est pas, voilà. Mais une université indienne faisait croire qu'ils avaient produit un nouveau robot assisté par IA qui en fait avait été produit en Chine. Alors là, tu vois, on est clairement dans quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir avant. Mais cette copie, on peut la retrouver aussi, même, je pense, dans les 16e siècles, 17e siècle européens. Il se trouve que quelque chose qui était très à la mode, c'était la soie de Chine. Évidemment, voilà, un produit phare, un produit précieux, un produit qu'on s'arrachait. Et beaucoup de soieries venaient forcément de Chine. Et quand on a commencé à pouvoir répliquer la production de soie, il y avait des fausses soieries de Chine qui étaient produites en Occident. Donc on était vraiment également dans de la copie, même du style. Et donc, je pense vraiment que la copie, c'est pas quelque chose de propre vraiment aux Chinois. Je pense que c'est quelque chose de très international. L'apprentissage passe par la copie. Moi-même, tu vois, ça m'arrive de voir quelque chose que j'aime bien et de le copier. Enfin, je pense que c'est humain. Et je pense que autant que la propriété intellectuelle est importante,
Je pense qu'il y a beaucoup que ça sert aussi parfois d'une barrière à l'entrée, parfois un peu malhonnête, dans la mesure où, tu vois, le dépôt de brevet sur quelque chose qui existe déjà, c'est quelque chose qui existe aussi, hein. Voilà, enfin, je sais que l'argument qui est souvent avancé par des personnes euh, qui voient la chose différemment dirait oui, mais regarde la boussole, la poudre à canon et toutes les découvertes chinoises qu'on connaît aujourd'hui en Europe. Voilà, on les emploie, on les réemploie. Est-ce qu'on paye des brevets là-dessus? Non, tu vois. Mais je pense que c'est pas là l'essentiel de la question. Je pense que la question, c'est plutôt comment apprendre. Et je pense que l'apprentissage passe par la répétition, l'acharnement, beaucoup, beaucoup de répétition. Donc je pense que la copie, c'est quelque chose de sain, en fait. S'inspirer de beaux modèles, voilà, je pense que c'est souhaitable. Et puis les perfectionner, évidemment, hein. Ouais, t'as vraiment cette notion en Chine que en, en fréquentant quelque chose de positif, tu vas devenir positif. En fréquentant quelque chose de négatif, tu vas devenir négatif. Donc c'est Oui, toute la question clé de l'environnement. Et effectivement, tu as aussi, je trouve, un opportunisme qui est associé, où tu as peut-être moins ce côté un petit peu, oui, où nous, on va être un peu timide en se disant, ah bah, je vais pas faire la même chose, ou alors il faut que je me différencie, etc. En Chine, je trouve que tu as plus cette facilité à se dire bon bah ça marche, on va tenter la même chose, absolument. l'adapter localement et puis et, Absolument. ouais. Et ça m'amuse parce qu'il y a un exemple assez drôle sur ça qui est dans le cadre de la guerre de l'opium. Je sais pas si tu avais déjà entendu cette anecdote, mais en fait, tu sais, ça a commencé comme une manœuvre assez grossière de la part des Anglais qui donc avaient leur opium en Inde et qui inondaient la Chine pour créer cette addiction et Oui. puis rééquilibrer la balance commerciale. Et en fait, assez rapidement, des producteurs du sud de la Chine, donc je crois qu'il était pas mal autour de la région de Yunnan, Kunming, etc. Ils ont compris qu'ils Je étaient, sens le coup fourré. puisque chinois, donc très intelligents et malins, ils ont compris qu'ils étaient capables en fait de produire leur propre opium, mais de le faire de encore meilleure qualité. Et donc en fait assez rapidement, tu as eu des plantations d'opium dans cette région-là, et il était tellement bon que c'est en fait les cercles, l'élite britannique qui achetait à la Chine, donc ça Incroyable. revenait déséquilibrer l'opération. Et donc, tu as eu cet exemple-là où, en fait, bien que, bah, évidemment, ça a été catastrophique pour le pays, mais ce qui était amusant, c'était de voir que même dans ce contexte-là, tu vois, très lourd, avec un produit extrêmement addictif, et ben, même dans un contexte de guerre commerciale ouverte, les Chinois ont réussi à tirer leur épingle du jeu et à reproduire leur propre opium pour ensuite se le faire acheter par les Anglais. Oui, alors je pense que ça devait être évidemment ultra minoritaire, mais je trouve ça incroyable. Ça devait être, ouais, ça devait être sûrement des groupes agricoles locaux, je suppose transfrontaliers avec ce qui s'appelait l'ANAM. Je trouve ça incroyable comme anecdote, et ça me fait penser à quelque chose d'un peu différent. Je sais pas pourquoi je fais un lien avec ça, mais tu vois, l'agriculture en Chine, c'est quand même quelque chose. Je trouve que il y a un savoir-faire agricole qui est absolument incroyable, et notamment enfin, dans la province du Yunnan. Bon, j'adore la province, hein. Mais tu vois, à chaque fois que je vais en Chine, je peux pas m'empêcher de manger les lamei, lamei, comment on dit? C'est pas les myrtilles, c'est les lamei. La mais ouais, là, c'est les bleus, les blueberries. Oui, les blueberries. Alors, comment on dit en français? J'ai oublié ça. Alors, on C'est dit pas myrtille, bleuet hein. au Québec, mais Oui, on c'est dit, bleuet au Québec. comment est-ce qu'on dit en France? C'est pas groseille, c'est. Non, c'est pas cassis, mais non, mais c'est ça, c'est myrtille en C'est fait. myrtille, hein? C'est C'est ça, myrtille, il oui, me oui, non, semble. mais c'est Ouais, myrtille, ouais. ouais, ouais. Hmm. C'est myrtille, c'est dingue. Je peux plus me débrouiller en chinois et en québécois que en français. Incroyable. Et du coup, tu vois, ils ont des productions de myrtilles absolument incroyables. Et c'est pareil pour les clémentines. Je sais pas si tu as déjà goûté des clémentines du Yunnan. Euh, Tu vois, là-bas, il y a carrément des marques. C'est un monsieur d'ailleurs qui était spécialisé dans la vente de tabac et qui a été emprisonné. Et après son séjour en prison, il a développé une nouvelle sorte de clémentines qui sont absolument délicieuses.
Et alors, tu Est-ce vois, que c'est les petites clémentines vertes? Parce que j'en ai goûté dans le nord du Vietnam et je me dis que c'est peut-être similaire. c'est pas les mêmes. C'est pas C'est les pas mêmes. les mêmes, c'est pas les mêmes, mais celles-là aussi sont délicieuses, hein, d'ailleurs, en passant. Euh, mais oui, tu vois, il y a vraiment un savoir-faire agricole qu'on a aussi en Occident. Mais tu vois, étant donné qu'on a des normes vraiment en Europe qui nous empêchent de pouvoir produire, de pouvoir échanger entre agriculteurs, de pouvoir avoir un peu plus de liberté sur les semences, bah voilà, on arrive vers parfois des situations où on peut pas avoir ce genre de nouvelles productions. Alors que voilà, en Chine, il y a vraiment beaucoup de mouvements à ce niveau-là, hein. C'est des choses qui sont vraiment quotidiennes. Et moi, j'ai vu la différence déjà rien qu'en termes de fruits depuis 15 ans, tu vois. Enfin, et voilà, les fruits sont protégés comme pas possible. Tu vois les pommes, là. Tu vois ce genre de pommes qui déposent dans les temples. Mais incroyable. J'ai jamais goûté des pommes aussi bonnes. Mais je meurs en Chine, c'est si bon. Non mais attends, mais nous on est avec nos Granny Smith et nos Rainettes. Je dis pas, elles sont pas mauvaises. Mais attends, mais les pommes chinoises, c'est un autre truc quand même, hein. On est dans un autre monde. C'est un autre De, monde. de l'anti-chinois au pro-chinois le plus absolu, quoi. Ah mais C'est attends, parfait. mais je peux pas. Puisqu'on est sur la thématique de l'agriculture, je voulais te Oui, demander, est-ce que tu es familier avec l'histoire de Sufu? je suis fou. Je vais Alors dis-moi. je vais te remémorer un petit peu, parce que peut-être tu en as entendu parler, mais c'est assez incroyable. C'est donc, on est en moins 250, moins 300 avec Qin Ouais, Shi Huang, donc tu vois. ok, Qin Shi ouais, Huang, donc évidemment l'empereur qui a fait construire l'armée ensevelie de Xi'an et qui était obsédé par l'immortalité bien et qui a sûr. donc envoyé un de ses Ah plus bah oui, fidèles. oui, bien sûr. Et qui a mythiquement fait le Japon, on va dire. C'est ça? Exactement, Oui, exactement. Il l'envoie une première fois. Il oui, envoie Sufu avec une équipe. Sufu revient en disant que bien bah ils ont sûr. pas trouvé, qu'il y avait un monstre marin, pas possible, Eh oui. ça les arrangeait pas. Qin Shi Huang leur donne je sais plus combien de milliers de vierges et d'archers pour battre le monstre marin. Et la deuxième fois, évidemment, ils ne reviennent pas parce ils se sont sûrement installés au Japon et ils ne sont jamais retournés en Chine. Mais à la base, eux qui étaient partis pour trouver l'élixir d'immortalité, en fait, ils avaient énormément de techniques agricoles chinoises qu'ils ont ensuite, on n'a pas les preuves, hein, mais il est très probable que ils aient répandu ces techniques agricoles au Japon et en fait, ça coïncide historiquement avec deux phases de développement au Japon où tu as eu vraiment nettement, à partir de ces années-là, un bouleversement agricole où toutes ces techniques-là se sont développées dans tout le pays. Donc il est très Ok. probable en fait que ce soit cette personne, enfin cet événement qui ait lancé ça. Et d'ailleurs encore aujourd'hui au Japon, il est considéré comme un dieu de l'agriculture. Et moi, je trouve ça incroyable. Parce qu'en plus, enfin, Tin Shi Huang, bah alors je comprends qu'il soit pas rentré, parce que Tin Shi Huang, il avait quand même. Alors, ce qui faisait d'intéressant, c'est que déjà, il avait mis en place un nouveau système de promotion sociale basé sur le nombre de têtes d'ennemis que tu ramenais. Donc, ça, déjà, c'était pas bonne ambiance. Mais alors, quand il s'est décidé à zigouiller toutes les élites, parce que c'était l'époque légiste, donc tu vois, c'était vraiment dans un moment de l'administration où les personnes basaient la loi beaucoup sur la punition. Disons qu'il fallait pas bon décevoir l'empereur. Et effectivement, c'était un empereur qui était obsédé par l'immortalité. D'ailleurs, on dit, alors c'est peut-être une légende, hein, mais on dit qu'il est décédé en ayant ingéré du cinabre. Tu vois, donc bon, il y avait mieux à faire. Et incroyable, hein, cette histoire. Je savais pas du tout que c'était une divinité au Japon, hein. Ouais, c'est assez Incroyable. fou. Ouais. Et puis tu sais, on parlait d'imitation tout à l'heure, et moi j'avais toujours été frappé parce que effectivement tu te balades au milieu de cette armée ensevelie. Alors t'en as qui font 2 mètres 50, il y en a qui sont à échelle humaine, un peu plus petits, etc. Mais ils ont tous ce niveau de perfectionnisme, c'est-à-dire que Eh bien oui, qu'ils soient tous uniques, tu vas avoir des petits détails de moustache, de oui. choses comme ça, mais tu as vraiment cette impression ils viennent un peu de la même main. Tu vois, comme s'ils avaient été faits par un seul et même Hmm. artiste. Et tu te dis, mais c'est incroyable. Et en fait, tu comprends parce que si ce que tu délivrais, en fait, ton soldat en terre était la reproduction de ta propre personne, mais si tu délivrais une réplique qui n'était pas assez bonne, en fait, ta tête y passait, quoi. Donc Ah oui. Ah bah, tu avais un niveau d'excellence qui était lié au fait que les conditions étaient terribles, quoi.
Bien sûr, mais enfin, c'est d'ailleurs c'est absolument incroyable parce que non seulement il fallait délivrer des choses de très grande qualité et puis ils devaient apposer leur nom et puis tout de suite si c'était pas conforme, c'est tu perds la tête. Alors t'étais motivé, hein. Je pense que la motivation elle était là. Bon, c'est peut-être pas la meilleure manière de faire, mais pour le coup c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Indéniablement, ça marque les esprits et Ah ça oui. fait qu'une culture va effectivement être particulièrement pointilleuse sur être comme les autres, être comme la norme. Enfin, ça, voilà, quand tu sais ça, ça explique beaucoup de choses, quoi. C'est vrai que dans ce cadre-là, tu vois, moi j'ai beaucoup observé ce que j'ai appelé moi-même le joug du maître, tu vois. Tu sais, on en parlait la dernière fois de cette idée de reproduction et et du fait que voilà, hein, au fur et à mesure des générations, tu perds de la qualité parfois de travail parce que tout n'est pas forcément transmis. Euh, mais c'est quelque chose qui se retrouve aussi, tu vois, dans le milieu scientifique en Chine. C'est que il y a pas vraiment, il y a pas vraiment cette idée, comme en Occident, vraiment je dirais, de tuer le père, tu vois, cette idée de tuer le père. Et c'est plus dans cette idée d'être dans une continuité et d'honorer, tu vois, d'honorer non pas les ancêtres, mais un lignage, même un lignage intellectuel. Donc, c'est pas forcément quelque chose on va pas dénigrer quelqu'un qui a fait quelque chose de génial, ou même quelqu'un qui nous a précédés, parce que c'est aussi celui qui nous a transmis, donné l'opportunité. C'est quelque chose vraiment, c'est aussi ancré très culturellement, mais c'est loin d'être quelque chose qui est aujourd'hui forcément la norme. Et on voit aussi cette nouvelle génération, beaucoup de personnes qui sont vraiment dans aussi un rejet de la génération actuelle qui a 50 60 70 ans, quoi. Pour eux, bah, pour certains, en tout cas, c'est des rustres. Tu vois, ils se disent, mais attends, quand on fait la queue, ils nous doublent. Quand on veut s'asseoir, bon, ils leur laisseraient la place. Mais disons que, tu vois, il y a une manière de faire qui parfois dérange certaines personnes avec qui j'ai pu discuter en Chine. Et voilà, il y a vraiment beaucoup de différences déjà entre les générations en Chine, entre les régions aussi. Donc c'est compliqué de faire des normes, mais en tout cas l'apprentissage par la répétition, ça c'est quelque chose, je pense, que j'ai vu partout en tout cas. Et alors, j'en ai une dernière qui est assez particulière pour toi. Aïe, elle va être épicée celle-là. Les Chinois sont tous bons en kung-fu. Les Chinois sont tous bons en kung-fu. Je le prends comme une provocation, ça. Bah alors écoute, les Chinois sont tous bons en kung-fu. Alors celle-là, je l'avais jamais entendue, tu vois. Celle-là, je l'avais... C'est dans le top, c'est dans le top C'est 10 de vrai? ChatGPT et je me suis dit que celle-là, elle était spécialement pour toi. Mais déjà, Ah dans non, le premier incroyable. épisode, tu nous racontais que c'était pas forcément Ah très mais non. pertinent. Ah mais non, mais je crois que enfin, franchement, les 99,9%, ils en ont rien à faire. En plus, alors d'ailleurs, attends, là, ça me fait rebondir sur un truc incroyable. Est-ce que tu as vu le show de robots au Nouvel An chinois? J'ai beaucoup T'en- vu Ouais, des snippets comme ça, mais je l'ai pas oui. regardé très attentivement. Hmm. Alors, moi, je trouve ça incroyable parce que un des premiers trucs, forcément, qui a été fait quand même par les robots chinois, c'est de se dire, on va leur faire du kung-fu, tu vois. Non mais je trouve ça incroyable. Il y a un total décalage entre efficacité et, enfin, tu vois, l'appropriation de la chose, c'est vraiment devenu du spectacle. Et je pense d'ailleurs que, tu vois, il y a quelques années, il y a eu une grosse polémique en Chine parce que il y a des personnes qui faisaient, tu sais, des mix martial arts, enfin, tu sais, le sport de combat qui est très à la mode en ce moment. Donc, ils faisaient du MMA. Et ils allaient défier des maîtres traditionnels chinois pour debunk les maîtres traditionnels chinois. Et ça, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal à un moment euh, aux arts martiaux chinois, mais c'était sans compter sur le fait qu'il y a une reprise en ce moment en Chine, vraiment des arts martiaux traditionnels, mais surtout autour de la santé, tu vois. On est vraiment dans un créneau santé avec, tu sais, notamment, j'ai oublié le nom, mais il y a une branche du Qigong qui est assez particulière dans laquelle les personnes, donc les pratiquants, vont poser des poids autour de leurs testicules et en faire pendre de plus en plus lourdes. T'as jamais vu ça? Non.
T'as juste répondu non. Alors, alors, sache que c'est quelque chose qui est très, très pratiqué pour soigner des maladies, notamment la goutte. Ok, la goutte au Voilà. nez. Voilà. La goutte. Non, mais pas la goutte au nez. Mais voilà. Voilà. Donc, la pratique, en fait, c'est de poser des poids de plus en plus lourds Mais comment tu les qui... s- accroches? Tu les accroches directement aux testicules? Ah oui, oui. Ok. Ah oui, non, tu fais un nœud et t'accroches au testicule et Ah d'accord. tu fais pendre de plus en plus de poids. Ouh, loulouloulou. Alors entre ça et les pattes aux chiens, je sais pas si c'est un truc. Ah ouais, ouais. Lequel des deux? Et j'ai un pote, là, en ce moment, il m'avait dit, il peut faire jusqu'à 20 kilos, là, hein. 20 kilos. Ah mais oui, oui. Ah non, mais c'est des vrais trucs, hein. Alors une fois que c'est accroché, est-ce que tu dois faire un mouvement ou c'est juste de l'attente? Il y a un petit Alors, squat qui ils vient font, avec? alors, ils font un peu des mouvements, tu vois, d'avant en arrière. Ils font un Ok. peu des mouvements et en fait, je sais pas exactement comment ça marche, faudra demander à un médecin chinois, mais ça soigne des maladies. Et c'est quelque chose qui est très pratiqué, notamment par les personnes du troisième âge, tu vois. Incroyable, incroyable. Ouais, ouais. 5 Ouais, ouais. Et kilos, ouais, c'est une branche du Qigong. C'est une branche du Qigong. Et c'est un art martial vraiment à part entière. Parce que tu vois, Kung Fu, c'est un terme assez générique, comme Wushu, tu vois. oui. Mais parce que Kung Fu, ça peut être un peu tout. Tu vois, ça peut être le maniement des baguettes, le fait de pratiquer tel ou tel artisanat. Par contre, ce qu'on entend souvent par Kung Fu, ça peut être Taolu, tu vois. Donc, on appelle ça Taolu. Ça va être des formes un peu chorégraphiées. Et puis, tu vas avoir Santa, tu vas avoir. Il y en a plein, tu vois. Euh, mais oui, voilà, Et un c'est petit peu quelque chose. est-ce qu'on pourrait dire que c'est un petit peu l'équivalent du catch pour la boxe? C'est-à-dire que c'est plus chorégraphié, il y a moins de contact physique. Je pense que ça se rapproche plus des formes un peu chorégraphiques, tu vois, du taekwondo ou Ok. des katas en karaté, tu vois. C'est vraiment. D'ailleurs, c'est sûrement pas anodin, puisque tu vois. Je sais pas si on en a déjà parlé, mais tu vois des délégations de moines japonais qui arrivaient pendant la dynastie Song pour ramener les arts martiaux, entre autres le matcha et d'autres choses au Japon. Donc je pense que oui, il y a eu quand même beaucoup d'inspiration au niveau de ces formes et, euh, et qui sont aujourd'hui quelque chose de relativement chorégraphié, qui trouve quand même une origine efficace dans l'efficacité et dans l'efficience du mouvement. Mais bon, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on a développé des choses qui sont beaucoup plus létales ou autres, tu vois, que ce soit Krav Maga, que ce soit Systema ou MMA, tout finit en A, t'as vu, c'est bizarre, hein. C'est étrange. Ouais, c'est vrai. Mais celui que tu décris là, ça m'intrigue beaucoup. Et c'est rassurant de se dire que c'est plus dans le côté effectivement santé. Mais du coup, ça pose beaucoup de questions sur, tu vois, comment est-ce que tu fais la représentation en public? Comment est-ce que tu pratiques ça? Pareil pour les femmes, tu vois, est-ce que tu as un équivalent pour soigner les mêmes maladies chez les femmes? Enfin, beaucoup de questions, mais super intéressant. Et Bon, puis, pardon? complètement. Ouais, non, mais Complètement. Alors, vraiment, c'est fou. tu poses une vraie question avec les femmes, déjà. Et puis, mais de l'autre côté, pour cet art martial-là, effectivement, en représentation, mais je pense que tu as déjà vu, c'est des personnes qui, en fait, se mettent des coups dans les parties. Ok. Ou alors, ils font pendre des poids et ils font des mouvements d'avant en arrière. Et en fait, tu vois le truc se balancer et tu vois bien que, voilà, ça se tient. Mais en fait, il cache, hein. C'est pas quelque chose que tu vois, c'est caché sous un Bien vêtement. sûr. Et ça fait partie aussi des arts martiaux Shaolin. Bon, après, on s'étonne que le soft power chinois ait du mal à décoller en France, mais évidemment, C'est sûr que c'est pas à tous les sujets, quoi. C'est pas à tous les sujets. c'est pas fait pour tout le monde. Écoute, un grand merci Alain pour tout ça. Je pense on a beaucoup de choses qui Merci à vont toi. intéresser nos auditeurs. Je crois qu'on a un petit peu fait le tour des clichés les plus répandus. Évidemment, il doit y en avoir d'autres, mais déjà, ça va donner du grain à moudre aux contradicteurs de la Chine. Et Bien puis, sûr. encore une fois, on ne pourrait que encourager les gens à aller voir pour se faire leur propre idée, notamment Il le en ce faut. moment, puisque on n'a plus besoin de visa, je crois, encore pour quelques Bien mois. sûr. Donc, en profiter pour Bien sûr. aller en Chine. Mais il le faut. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Il faut vraiment aller voir, percer la barrière et aller voir comment c'est en Chine. C'est vrai que c'est un pays qui change énormément et très vite. Tu vois, la dernière fois que j'y étais, c'est il y a
15 jours. Et j'ai été marqué, tu vois, toi, tu as dû connaître aussi, mais c'est obligé, tu as dû connaître. Tu sais, quand t'arrives, tu descends de l'avion, tu as un petit carton bleu là. Tu te souviens, le petit carton bleu, bleu clair et plus bleu foncé, c'est pour l'entrée dans le territoire, tu sais, l'entrée sur le territoire. Ça te parle? Ça me parle pas. Un petit Ouais. carton bleu qu'on te remet à l'arrivée à l'aéroport? Tu sais, tu le fais avant de passer la douane, tu fais la queue et puis tu chopes ton petit carton et tu dessines dessus, quoi. Enfin, tu dessines pas, mais t'écris ton nom, t'écris tous tes trucs. Ah oui, oui, ok, ok. Ouais, Tu sais, je sais le, plus le s'il était carton bleu, mais d'entrée. oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Euh, Et t'as une partie bah, en il chinois, a, une il a, partie il a en... eu plein de formes, hein. Ouais, ouais. Et bah maintenant, il n'existe plus, tu vois. Maintenant, tu scannes. Maintenant, c'est en QR code, quoi. Et j'ai trouvé ça incroyable. Alors, c'est un petit changement anodin, mais c'est vrai que même pour des choses voilà, aussi importantes dans la vie de quelqu'un qui se rend en Chine, et ben c'est quelque chose qui a changé, tu vois. Donc, ça change très vite. Ça Oui, change très parce que vite. je me souviens très bien de moi dans... si je dis pas de bêtises, on me le filait dans l'avion et je Ouais. commençais à remplir mes petits caractères chinois parce que ça me prenait une plombe. Donc du coup, je commençais à tracer l'adresse de mon école. Enfin, tu vois, il y avait Ah des ouais. informations écrites en caractères chinois, donc je commençais à faire Oui. ça dès l'avion en fait. Ah ouais, ouais, bah carrément. Bah, c'est vrai que les bonnes compagnies, elles font ça. Les autres compagnies te laissent le découvrir à l'arrivée. Mais oui, moi j'avais l'habitude, tu vois, de faire la queue, de prendre mon petit papier et je savais qu'il fallait prendre un stylo avec moi. Donc j'avais toujours un stylo avec moi pour le remplir dans la file. Comme ça, je faisais la queue le moins de temps possible. Et bah ça n'existe plus. Ça Voilà. n'existe plus. Ah, on est déjà des vieux qui racontera ça aux Mais jeunes bien sûr, générations en disant, moi, de mon époque, il fallait un stylo. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les épisodes s'enchaînent et à chaque fois, c'est l'occasion d'entendre une voix différente sur la Chine. Si vous aussi vous avez une histoire à raconter avec la Chine et que vous souhaitez la partager dans l'émission, je vous invite à me contacter par messagerie privée. Et pour celles et ceux qui préfèrent écouter, vous avez aussi un rôle à jouer. Écrire un commentaire, partager le podcast, envoyer des étoiles, ce sont tout autant de petits gestes qui nous permettent d'aller plus loin et qui font de vous des forces de caractère.